Donc ce soir, c'est un webinaire qui est organisé par le label Écuresse. Pour ceux qui ne connaissent pas, le label Écuresse, c'est le premier label en faveur de l'environnement et du bien-être animal. Donc pourquoi ce label a été créé et à qui s'adresse-t-il? Eh bien, il a été créé en 2014 suite à un renforcement des exigences réglementaires et sociétales en matière d'environnement et de bien-être animal. En fait, l'idée, c'était de vraiment doter la filière d'un outil qui permettrait de répondre à ses préoccupations et de permettre également à la filière d'anticiper sa qualité environnementale. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment plutôt environnemental et est venu se rajouter quelques années après une thématique sur le bien-être. Et aujourd'hui, on est bien le premier label en matière de bien-être animal et d'environnement. Et on dit bien Écuresse pour Écus en latin et Res pour respect de l'environnement. Alors, à qui s'adresse-t-il concrètement? Eh bien, toute structure qui héberge des chevaux peut être labellisée écuresse. Donc, ça peut être vraiment tout type de structure. Ça peut être des entraîneurs, des éleveurs, des hippodromes, des centres équestres ou bien des écuries de propriétaires. C'est juste que pour, par exemple, les hippodromes, le cahier des charges va être quelque peu adapté puisque on n'est pas sur le même type d'hébergement. Les chevaux ne sont que de passage. Et par contre, il y a un accueil de visiteurs très important qu'on n'aura pas sur d'autres types de structures. Donc, le cahier des charges a été adapté différemment. Vous avez accès à l'ensemble des cahiers des charges sur notre site internet labelécuresse.com. Et donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant pour toute la filière, donc pour les exploitations équines dans un premier temps, pour les fournisseurs de biens et de services, pour les clients de leurs exploitations et bien évidemment pour le grand public parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le bien-être animal et le respect de l'environnement sont des sujets qui sont vraiment des préoccupations qui s'insèrent dans l'air du temps. Et donc, pour me répéter de nouveau, on est le premier label premier label pardon, environnemental et de bien-être animal. On est le seul qui est reconnu par le ministère de l'Agriculture. Plus de 380 structures sont labellisées aujourd'hui. On a 19 évaluateurs qui évaluent donc partout en France, partout sur le territoire français, 9 engagements et toujours 3 échelons de labellisation. Pour ceux ou celles que ça intéresse, vous pouvez aller directement sur le site internet et vous allez pouvoir remplir un autodiagnostic en ligne. À la fin de votre autodiagnostic, vous allez savoir si votre structure est éligible ou non au label. Et à la fin, vous allez voir apparaître une araignée qui se forme comme ici à l'écran et vous allez savoir si vous êtes éligible ou non. Si toutefois vous ne l'êtes pas ou vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter. Tous nos contacts sont sur notre site internet également et vous allez donc répondre à 130 critères et 10 thématiques que vous voyez ici à l'écran. Donc le bien-être, le transport, l'eau, l'énergie, espace extérieur et paysage, fumier et déchets, bâtiments, communication et la certification environnementale des exploitations agricoles. Puisque le label est reconnu par le ministère de l'Agriculture, nous avons une équivalence au niveau 2 de la certification environnementale des exploitations agricoles. Et donc, comment faire si toutefois vous êtes intéressé pour être candidat au label? Eh bien, dans un premier temps, vous remplissez votre autodiagnostic en ligne. Ensuite, on va vous envoyer un contrat d'adhésion que vous allez nous renvoyer signé. À partir du moment où le contrat est signé, un évaluateur que nous mandatons va venir sur site et va reprendre l'ensemble de votre autodiagnostic et des 10 thématiques et les 130 critères et va vous demander également des pièces justificatives ainsi que des pièces, une visite sur site avec vraiment des constats sur site. Et ensuite, nous allons recevoir le rapport de la part de l'évaluateur et vous allez avoir un rapport donc relu à quatre yeux et vous serez labellisé pour 3 ans. Pour passer très rapidement, mais bien évidemment, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et je crois que c'était ma dernière slide sur le label Écuresse, puisqu'après, je laisse la parole à Angélique de Carpentry, qui est là pour nous parler de prairies, et notamment comment on gère ces prairies en hiver pour un meilleur démarrage au printemps. Merci beaucoup Katie. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents et présentes donc pour ce webinaire autour de la gestion des prairies avec la question de la gestion hivernale dans l'idée de favoriser le meilleur démarrage possible au printemps. Alors pour me présenter très rapidement, je m'appelle Angélique Descarpentries, je suis la fondatrice d'Equitransmet, qui est une entreprise de conseil et de formation autour de la nutrition équine et des prairies. J'évolue dans le secteur de la nutrition animale, pas que équine, depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et il y a 7 ans, en fait, j'ai fondé Equitransmettre dans l'idée de pouvoir apporter du conseil indépendant, particulièrement sur cette filière, puisque dans mes précédents emplois, je m'étais rendu compte que
Le conseil était présent dans d'autres filières, comme par exemple pour les bovins, mais qu'au niveau équin, on avait vraiment un manque d'adaptation et de conseils à la fois pour les professionnels et les particuliers. Et du coup, c'est comme ça qu'Equitransmettre est né en 2017. Donc, pour ce soir, je vous propose donc de faire un focus sur la gestion des prairies. Il y a à peu près 45 minutes de présentation et ensuite le reste du temps sera dédié à vos questions. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais vous faire une rapide introduction sur le pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aux prairies. Alors, il faut voir déjà que les prairies vont être une source d'alimentation pour nos chevaux et vont du coup être un moyen d'accéder à un certain degré, plus ou moins important, d'autonomie alimentaire pour la structure, ce qui va avoir des intérêts, notamment au niveau économique. Les prairies, elles ont aussi des fonctions essentielles pour l'environnement. On sait que les prairies, et notamment les prairies pâturées de façon vertueuse, vont être des réservoirs de biodiversité. Que si on compare une prairie non pâturée par rapport à une prairie pâturée, eh bien finalement la diversité végétale et animale est plus importante. Les prairies vont aussi avoir un rôle dans tout ce qui va être stockage de carbone et également gestion de l'eau. Par rapport à ça, il faut savoir aussi que la prairie éternelle, ça n'existe pas. Même les plantes ont une durée de vie et donc la prairie peut vieillir. D'où l'importance d'avoir certains modes de gestion à appliquer. Et surtout, la prairie peut se dégrader. C'est-à-dire que en fonction de la façon dont l'humain et les chevaux vont l'utiliser, ou plutôt comment l'humain va faire utiliser la prairie aux chevaux, et en fonction aussi de la météo, de certains événements climatiques, etc., on peut avoir une dégradation progressive, plus ou moins, du parcellaire. D'où l'intérêt du coup d'aller s'intéresser vraiment à ce sujet, puisque quand la prairie va se dégrader, finalement, on perd au niveau intérêt nutritionnel, on perd au niveau autonomie alimentaire et on perd aussi par rapport aux fonctions essentielles de la prairie par rapport à l'environnement. Et pourquoi est-ce que le sujet de la prairie est particulièrement intéressant là sur l'automne et l'hiver? Parce que la saison de pâturage 2025, qui va démarrer au printemps 2025, elle se prépare finalement dès maintenant. Et la façon dont on va gérer nos prairies aujourd'hui, du coup, va conditionner le printemps 2025, mais aussi peut-être jusqu'à l'été 2025. Alors, encore une fois, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de gestion de prairie, il y a une première question à se poser, c'est quels sont mes objectifs pour mes prairies et du coup quelle utilisation je veux en avoir. Parce que forcément, entre une structure A et une structure B, on peut avoir des objectifs complètement différents. Certaines personnes vont vraiment vouloir avoir une prairie à vocation alimentaire, c'est-à-dire une prairie qui puisse assurer le plus longtemps possible l'autonomie fourragère des chevaux de la structure. Pour d'autres structures équestres, on peut avoir une vision de la prairie plus comme une, entre très gros guillemets, cour de récréation. C'est-à-dire que bah, mon objectif va pas forcément être d'avoir une prairie à vocation alimentaire. Mon alimentation va se faire plus sur des fourrages conservés. Par contre, je veux que toute l'année, mes chevaux puissent accéder à l'extérieur. Donc par rapport à ça, c'est vraiment une question d'objectif, on va dire, humain, de comment je veux faire fonctionner ma structure. Et à partir de ça, donc, quels sont mes objectifs? Et en face de ces objectifs, quel type de pâturage est-ce que je vais mettre en place? Et quelle est du coup ma stratégie pour mon exploitation, pour ma structure équestre? Donc finalement, la stratégie que je vais mettre en place, elle dépend pleinement de mes objectifs, de mon fonctionnement et bien sûr de mon temps aussi. Et donc, ce qu'il faut bien garder en tête quand on parle de gestion de prairie, c'est qu'il n'y a pas une gestion de prairie, il y a des gestions de prairie et des stratégies qui vont devoir s'adapter en fonction des objectifs de la structure. En gros, une stratégie qui va être adéquate et adaptée pour une structure ne le sera pas forcément pour une autre. Ce qui reste quand même important à souligner, c'est que forcément, si on a
on va dire, des objectifs de pâturage, il faut que la façon dont on va utiliser les prairies soit cohérente par rapport à ces objectifs. Si par exemple j'ai 20 équidés sur 2 hectares, logiquement je ne peux pas me dire que les chevaux seront au pâturage 200 jours ou 300 jours par an. Forcément, je vais être limitée par rapport à mon nombre d'équidés, par rapport à ma surface. Donc il faut bien sûr quand même garder des objectifs cohérents par rapport à sa structure. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose déjà d'avoir un regard sur l'année 2024 qui touche quasiment à sa fin. Dans 2 mois, on sera du coup en 2025. Et ce qu'il faut signaler, c'est que 2024 est finalement une année assez particulière au niveau de la météo et de la pousse de l'herbe. Donc, je pense on s'en est à peu près tous rendu compte. La météo 2024 dans beaucoup de régions, hormis vraiment quelques régions dans le sud de la France, la météo 2024 a été pluvieuse et du coup a favorisé la pousse de l'herbe. Donc, notamment, on a des données qui ont été publiées par Agreste, qui est du coup qui s'occupe de tout ce qui va être la statistique, les statistiques agricoles. On a des données qui ont été publiées au 20 octobre, donc très récentes, et qui mettent en avant le fait que la pousse cumulée des prairies permanentes dépasse de 28% la pousse moyenne de la période 1989 à 2018. Et ça fait du coup depuis 2007 qu'on n'avait pas eu une pousse d'herbe aussi importante. Néanmoins, et ça de la même façon, je pense que pour beaucoup on s'en est rendu compte, avec cette météo pluvieuse, que ce soit chez les équins, chez les bovins ou chez les ovins, en gros, on a eu beaucoup d'herbe, on a de l'herbe qui a poussé, mais on n'a pas forcément pu la valoriser de façon optimale en raison des sols qui étaient trop humides, et du coup on se retrouvait avec des conditions de portance qui n'étaient pas optimales. Donc effectivement, météo très poussante, beaucoup d'herbe, mais pas toujours des conditions optimales pour la valoriser. Et d'ailleurs, là, sur l'automne, on se rend compte que bah, pour beaucoup, on a beaucoup d'herbe pour une période automnale, plus que sur d'autres années. Donc par rapport à ça, la question est de se dire, actuellement, là aujourd'hui, début novembre, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que on peut continuer du pâturage? Est-ce qu'on peut passer ces prairies au repos? Et quel entretien est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors pour répondre à ces questions, le premier élément à mettre en place, c'est vraiment d'évaluer ces prairies, voir un petit peu où on en est au niveau des hauteurs d'herbe, des zones de refus. Est-ce qu'on observe des zones particulièrement dégradées sur notre parcellaire ou des zones compactées? En gros, c'est déjà faire un tour complet du parcellaire et voir quel est son état de santé aujourd'hui. Une fois qu'on a fait un petit peu cet état des lieux de notre parcellaire, il faut donc se dire que dans beaucoup de régions, clairement, on a beau être le 7 novembre, il fait pas encore froid la nuit, même voire pas du tout, et il fait doux, voire très doux pour certaines régions en journée. Donc la pousse de l'herbe continue et on sait qu'on a des valeurs alimentaires qui sont intéressantes. Donc actuellement, si on a encore de l'herbe disponible, on a tout intérêt à continuer la saison de pâturage, bien sûr en faisant attention à la portance des sols. Alors, pourquoi en faisant attention à l'importance des sols? Parce que cet élément, c'est souvent vu comme le facteur limitant du pâturage. Alors, il faut quand même préciser un petit peu cette notion. C'est surtout en fait le degré de piétinement qui va être important. Quand vous êtes en prairie, et en prairie qui a pris un petit peu l'humidité, un piétinement léger, c'est acceptable. Et ça ne pénalisera pas le redémarrage de la prairie au printemps suivant. Donc un piétinement léger, on est d'accord, c'est acceptable. Par contre, bien sûr, un piétinement trop important est à éviter. Et dans le monde de l'élevage bovin, on a un petit peu une règle qui dit que si le pied du bovin marque plus que la longueur des doigts d'un humain, donc en gros, si en prenant ma main, je regarde un petit peu le marquage que les pieds des bovins font sur le sol et que ça descend au-dessus de mes doigts, je me dis, ok, là, il faut sortir du parcellaire. Et on peut finalement
appliquer un petit peu la même chose aux chevaux, puisque au niveau poids, on va être souvent à peu près sur des poids à peu près similaires pour certaines races. Bien sûr, entre le bovin et le poney, là, on aura une vraie différence. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu transposer du bovin à l'équin avec toujours quand même une attention renforcée sur les sols argileux. Les sols argileux, sur les sols très argileux, c'est ce qu'on va appeler la terre amoureuse. On l'appelle la terre amoureuse parce que c'est ce qui va vous coller aux pieds, vous coller aux bottes tout l'hiver. Et donc, ces sols argileux sont plus sensibles à la compaction, donc on fera beaucoup plus attention aux conditions de pâturage. Si vous êtes sur des sols plus sableux, globalement, au niveau portance du sol, vous êtes beaucoup plus tranquille. Donc, l'idée est de se dire, on peut continuer à pâturer tant qu'il y a de l'herbe disponible et tant que le sol est suffisamment portant, en gardant en tête que un piétinement léger, un marquage superficiel du sol est acceptable. Là où ça pose problème, c'est si le marquage du sol est trop important. On va créer finalement des zones de vide au niveau du parcellaire. On va en fait empêcher certaines plantes de repousser après le piétinement. Et donc c'est là qu'on peut avoir une perte de production et une dégradation du parcellaire sur le printemps suivant. On peut aussi se poser la question aujourd'hui, par rapport à la disponibilité qu'on a en herbe actuellement, c'est se dire bah, finalement jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire pâturer? Donc là, il n'y a pas de réponse universelle, c'est vraiment vos observations et l'aspect météo, pousse de l'herbe et portance du sol qui vont vous aider en fait à définir si vous pouvez encore faire pâturer ou s'il vaut mieux du coup fermer le parcellaire et mettre les chevaux plutôt dans une zone sacrifiée. Ça, on en reparlera dans la suite du webinaire. Donc, pour réfléchir à ça, de se dire est-ce qu'on peut encore faire pâturer ou pas, c'est toujours intéressant aussi de s'adapter par rapport à ce qu'on va appeler l'utilisation générale d'une parcelle, un petit peu l'utilisation classique que vous allez en faire. Je vous donne un exemple. Si vous avez une zone qui aujourd'hui est pâturable et que vous savez que cette parcelle ne sera réutilisée que assez tardivement au printemps 2025, voire ne sera pas pâturée et sera juste fauchée. Et bien du coup, à ce moment-là, on se dit, ok, j'ai plus de marge et il va être possible de prolonger le pâturage. Bien sûr, si la portance du sol et la disponibilité en herbe le permettent. Si j'ai plus d'herbe ou si mon herbe est déjà arrivée à mes 5 centimètres de hauteur, c'est le moment quand même de fermer le parcellaire, même si les conditions sont encore portantes. Je vous parlais tout à l'heure aussi d'évaluer de l'état de santé de ces zones de pâturage. Et du coup, cette évaluation, elle va être très intéressante dans le sens de nous amener des informations sur, ok, bah là, quel est l'état de santé de ma prairie? Est-ce que je peux encore la pâturer? Ou au contraire, je vois quand même que bah, sur le reste de l'année, je l'ai beaucoup sollicitée, elle a été beaucoup utilisée. Des fois, j'ai un peu composé avec mes temps de repos. Et du coup, bah là, pour l'économiser et lui laisser un petit peu plus de respiration et de récupération, je peux la mettre au repos dès maintenant. Et on peut aussi réfléchir à ça par rapport à l'état de ses stocks, se dire, ok, au niveau stock de fourrage conservé, est-ce que je suis plutôt large ou plutôt assez serré dans mes stocks? Et donc si par exemple je suis assez serré dans mes stocks de fourrage conservé, autant rechercher à prolonger le pâturage à l'automne, et on va le voir même peut-être en hiver, on va en parler juste après, pour éviter du coup d'attaquer directement mon stock de fourrage conservé. Et de plus en plus, du coup, je vous en parlais juste à l'instant, se pose la question du pâturage d'hiver. Est-il possible de faire pâturer nos chevaux aussi sur l'hiver? C'est une question qui se pose notamment avec les changements climatiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'études sur le pâturage hivernal chez les équins, par contre on en a chez les bovins. Et j'ai pris le parti du coup de vous présenter deux études qui ont été faites chez les bovins, mais je vous en donne déjà un petit peu les grandes lignes de la conclusion. Sur ces deux études, c'est de se dire que finalement,
Avec quelques points de vigilance, il est possible de faire pâturer en hiver sans dégrader la flore ni perdre en densité du couvert et sans pénaliser la productivité en herbe de l'année suivante. Alors, pourquoi est-ce que cette question du pâturage d'hiver arrive de plus en plus? Alors, ça, on en parlait déjà quand même beaucoup dans les régions du sud-est, qui n'ont pas du coup les mêmes précipitations que d'autres régions en France et qui peuvent se permettre de pâturer sur le début d'hiver ou la fin d'hiver. Mais avec les changements climatiques, on se rend compte qu'on va avoir progressivement une modification de la pousse de l'herbe. Donc, sur ce schéma de Liddell, vous avez donc en vert la forme actuelle de la courbe de croissance de l'herbe. Donc, avec le démarrage courant mars, le pic en avril-mai, le creux estival et le redémarrage automnal plutôt fin août, début septembre. Et bien sûr, la redescente à partir d'octobre avec novembre et décembre une production bien moindre. On se rend compte finalement par rapport aux projections qui sont faites par rapport aux changements climatiques, aux évolutions climatiques, que la production d'herbe va être plus importante sur la période hivernale. On aura une pousse finalement un petit peu décalée avec une production de biomasse plus importante dès le mois de janvier, un avancement finalement de la date de pic de production, par contre un creux estival beaucoup plus important, et par contre une fin de saison, pareil, plus propice au pâturage avec une productivité, une production de biomasse plus importante que ce qu'on a actuellement. Donc par rapport à ça, la recherche forcément s'intéresse à cette question de se dire, bah, est-ce qu'on pourrait pâturer en hiver? Quelles seraient les valeurs nutritionnelles? Et dans quelle mesure est-ce que le pâturage d'hiver ne va pas pénaliser les repousses pour l'année suivante? Donc comme je vous le disais, on n'a pas d'études aujourd'hui encore réalisées chez les équins, mais on en a chez les bovins. Et du coup, je vous en propose deux. Alors bien sûr, pour ce soir, je vais vous les je vais très fortement les résumer, mais vous pouvez les trouver du coup en accès libre si vous tapez du coup le nom des projets dans les moteurs de recherche. Donc pour le premier exemple, c'est du coup le projet Perpète. C'est un programme de recherche-action en fait qui a étudié pendant 5 ans la question du vieillissement des prairies en intégrant l'aspect pâturage hivernal. Et oui, pour la petite information, du coup, c'est un projet du réseau des CIVAM. Et donc, la conclusion en fait de cette partie sur le pâturage hivernal, c'est que après 4 ans, donc il y a eu des relevés à l'appui, ils ont pu constater, toutes les équipes qui étaient incluses dans ce projet ont pu constater que les pâturages hivernaux, tels qu'ils avaient été conduits, n'avaient dégradé finalement ni la flore de la prairie, ni la densité de l'herbe, ni la structure du sol. Donc il y a bien des possibilités, en tout cas chez les bovins, avec certains modes de conduite, pour le pâturage hivernal. Le deuxième exemple, c'est sur le projet Cap Protéines. Donc ça, c'est des résultats qui ont été présentés au SPACE en 2022. Et vous aviez du coup 3 lieux d'études. Et de la même façon que pour le projet Perpète, tous les résultats et toute la description des protocoles est disponible gratuitement sur Internet. Donc vous pouvez aller complètement les regarder par la suite. Et de la même façon, finalement, sur ce projet Cap Protéines, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'effet délétère du pâturage hivernal sur la productivité totale, qu'il n'y avait pas d'effet délétère sur le sol. Le seul élément qu'ils ont noté, c'est que quand même, sur des prairies qui avaient été pâturées l'hiver, on avait une productivité un peu plus faible sur le premier cycle, donc sur le premier cycle de pâturage printanier après un pâturage hivernal. Néanmoins, cette baisse de productivité n'impactait pas la productivité totale au final sur l'année. Alors, bien sûr, ce qui ressort aussi de ces essais, c'est de se dire que le pâturage hivernal ne se fait pas n'importe comment et qu'il y a quand même des critères à respecter pour que ça fonctionne. Donc notamment, si on revient un petit peu sur nos équins, si on extrapole un petit peu les éléments qui ont été sortis des données sur les bovins
Et ce qu'on sait aussi des particularités de pâturage chez nos chevaux qui vont différer des bovins, on a quand même quelques points clés qu'on peut mettre en avant. Notamment l'importance d'un temps de repos d'au moins 60 à 90 jours sans animaux qui va rester très important pour la prairie. À noter quand même que maintenant, sur certaines communications, chez les bovins, on a des temps des fois réduits à juste un mois de repos sans animaux en période hivernale. Chez les chevaux, on fera encore plus attention aux conditions de portance du sol, encore plus si on est sur des animaux plus lourds. C'est plus facile de gérer la portance du sol avec des Shetland versus des grands selles français ou des chevaux de trait. Bien sûr, le point clé essentiel en hiver, c'est de ne faire pâturer que s'il y a de l'herbe. Il va falloir faire très attention à éviter le surpâturage et on ne pâturera pas en cas de gel et notamment en cas de gel prolongé. Et sur le pâturage hivernal, la conduite en pâturage tournant est fortement recommandée. Et aujourd'hui, par rapport à des structures que j'ai l'occasion de suivre, qui fonctionnent du coup en pâturage hivernal, alors soit parce que on a des chevaux avec des problématiques respiratoires et du coup on est obligé, enfin les structures sont obligées de conduire que au pâturage, ou alors parce que l'organisation permet une conduite au pâturage sur une grande partie de l'hiver, on se rend compte que vraiment ce qui fonctionne le mieux, c'est le pâturage tournant et surtout du pâturage tournant avec des temps très courts de stationnement sur des parcelles. Donc plutôt des parcelles avec des tailles limitées et des stations de 24, 48, voire 72 heures sur une parcelle. Et ensuite, on a un changement pour éviter d'avoir un impact du piétinement trop important. Et il est aussi quand même conseillé pour les chevaux et les poneys, en plus du pâturage hivernal, de conserver un affouragement en fourrage sec, en fourrage conservé, hormis bien sûr par rapport aux pathologies respiratoires. Donc, dans les points clés aussi, comme on disait, s'adapter aux conditions climatiques. Si la prairie est vraiment plus portante parce qu'on a eu une semaine de pluie de façon importante, bah forcément, on choisira de sortir les chevaux des parcelles. On fera aussi toujours attention aux hauteurs d'herbe en sortie du parcellaire. L'idée n'est pas d'avoir du surpâturage d'hiver. Et bien sûr, on portera aussi une attention particulière aux chevaux sensibles par rapport aux valeurs de l'herbe, même sur le pâturage hivernal. Donc, une fois qu'on est arrivé à la fin des possibilités de pâturage, ou si on a toute une partie de ces parcelles qu'on met au repos et une autre partie qu'on peut utiliser pour le pâturage hivernal. Ça, c'est tout à fait aussi possible d'utiliser une partie de son parcellaire pour le pâturage d'hiver et d'en mettre une autre partie au repos. Du coup, on en arrive à la partie à se dire, bah, finalement, quelles actions, quel entretien est-ce qu'on va pouvoir mettre en place à l'automne et potentiellement sur l'hiver pour favoriser le meilleur redémarrage possible au printemps. Donc là, on va particulièrement faire attention à ce qui va suivre notre dernier tour de pâturage. En gros, j'ai ma parcelle, mes chevaux vont la manger une dernière fois et je sais qu'après ce pâturage-là, ça sera le moment de fermer ma parcelle et de la mettre au repos pour l'hiver. Donc on peut être tenté sur ces derniers tours de pâturage de laisser finalement gratter les parcelles, que les chevaux aillent pâturer vraiment très bas. C'est quand même déconseillé parce que bah, on va quand même se retrouver dans une situation de surpâturage et le fait d'aller conserver la base de la plante. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que c'est en fait sur la base de la plante que vont se trouver les réserves glucidiques. Et si pendant toute votre saison de pâturage, vous avez pâturé la plante un petit peu trop bas, que les temps de repos n'étaient pas forcément suffisants, vos graminées fourragères, elles vont s'épuiser. Et c'est les graminées fourragères les moins concurrentielles qui vont s'épuiser le plus rapidement. Vous avez certaines plantes qui vont se nanifier, donc qui vont devenir plus petites, voire ne plus être en capacité de redémarrer, et vous allez perdre progressivement
un certain pourcentage de graminées fourragères et vous allez perdre souvent aussi en diversité au niveau des graminées fourragères. Donc, limiter le surpâturage, c'est bien sûr très important tout au long de la saison de pâturage, donc c'est-à-dire ne pas pâturer trop bas et permettre à la prairie d'avoir des temps de repos suffisants. Si on pâture trop bas et qu'il n'y a pas assez de temps de repos, c'est là qu'on passe en situation de surpâturage. Et cet élément, il est aussi très important sur votre dernier tour de pâturage. Donc même à ce moment-là, il va toujours falloir penser un petit peu à vos hauteurs de sortie de pâturage et bah, l'image qu'on donne généralement, c'est de se dire on sort les chevaux à la hauteur du talon de la botte. Quand vous avez vos bottes en caoutchouc, vous avez toujours le talon de la botte, c'est à peu près du coup nos 5 centimètres de hauteur d'herbe. Et à noter aussi que un surpâturage et un surpâturage marqué de fin de saison, ça a l'air de rien, mais ça peut vraiment pénaliser le redémarrage du coup au printemps, et là dans le cadre de ce webinaire, au printemps 2025. Donc je vous ai mis une petite image. Alors, c'est à la base une image qui est présentée pour le pâturage au stade 3 feuilles pour les bovins. Là, c'est pas ce qui va nous intéresser. C'est juste que je trouvais cette image assez parlante pour montrer en fait la différence entre ce qui va être disponible pour le cheval et ce qui va devoir rester au niveau de la prairie. Et ce qui va être important, c'est de se dire, il faut toujours conserver une base de feuilles et ne pas aller vraiment jusqu'au plateau de talage de la plante. De cette façon-là, si la plante conserve des feuilles, elle conserve sa capacité à faire directement sa photosynthèse. Parce que la photosynthèse se fait en majorité via les feuilles. Alors que si vous lui coupez vraiment la tête un petit peu trop ras, que les chevaux vont pâturer vraiment jusqu'au plateau de talage, ben finalement la plante, elle n'aura plus de feuilles pour faire sa photosynthèse et elle va être obligée d'aller puiser dans ses réserves pour reformer des feuilles qui pourront faire de la photosynthèse. Donc ça va ralentir le redémarrage et bah, potentiellement ça va aussi pénaliser des espèces moins concurrentielles. Et donc là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est vrai là aujourd'hui en fin de période de pâturage, mais c'est vrai aussi tout le reste de l'année. Donc, on a parlé du surpâturage, mais il est aussi important de parler du sous-pâturage. On en parle moins, mais le sous-pâturage, pardon, c'est également préjudiciable pour la qualité du parcellaire. Et donc, par exemple, le sous-pâturage, ça pourrait être une parcelle qui va pas forcément être euh, utilisée de façon optimale, où on a de l'herbe qui va être laissée très haute, où les chevaux vont passer rapidement mais vont coucher beaucoup d'herbe au sol, etc. et ne vont utiliser finalement qu'une partie du parcellaire. Donc là, on va se retrouver en situation de sous-pâturage. Ça peut être embêtant pour plusieurs composantes. Déjà, si il y a un objectif d'autonomie fourragère, bah, c'est toujours un petit peu dommage de perdre une partie de la consommation en herbe. Et en plus, pour l'hiver, si on laisse de l'herbe haute non consommée en période hivernale, ça peut pénaliser le redémarrage de printemps. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur l'hiver avec une herbe haute, vous avez une herbe qui va vieillir et avec les précipitations, la pluie, peut-être la neige, etc., elle va venir se coucher au sol. Vous savez, ça va vous faire cette vieille herbe un petit peu jaunie qui va se coucher au sol et qui va du coup limiter le talage au printemps suivant parce que le plateau de talage et les jeunes petites pousses qui vont pouvoir redémarrer au printemps, parce qu'on a toujours un petit peu de repousse naturelle, vont manquer d'accès à la lumière. Et autre élément aussi, cette couche de végétaux vieillis, voire de végétaux morts, peut progressivement amener à ce qu'on va appeler une couche de mulch, donc une couche de végétaux finalement vieillis ou morts. Et du coup, cette couche de mulch, elle va limiter la circulation de l'air entre l'air qui passe dans le sol et l'air du coup atmosphérique. Et cette dégradation de la circulation de l'air, c'est aussi un des facteurs qui peut pénaliser l'activité biologique du sol.
Donc on évitera d'avoir de l'herbe haute vieillie qui sera laissée euh, sur la parcelle, hormis si on veut du stock sur pied pour l'hiver. Au dernier tour de pâturage, on fera aussi attention à la gestion des refus. Et donc là, c'est important de parler du broyage. Alors, en fonction des modes de pâturage, on a généralement plus ou moins de refus. On sait que quand on va être sur du pâturage continu, où en gros on a une parcelle pour un certain nombre de chevaux, progressivement, certaines zones vont être forcément surpâturées et d'autres vont être laissées en refus. C'est le mode de pâturage normal des chevaux. En système de rotation de parcelles, on a un petit peu moins de refus, mais on en a toujours. Et là où on observe le moins de refus, c'est souvent en situation de rotation au niveau du parcellaire et de pâturage au fil. Ou alors ce qu'on va appeler du pâturage tournant dynamique, des toutes petites parcelles où les chevaux vont stationner 12, 24, voire grand maximum 48 heures. Et là, dans ces cas-là, les zones de refus sont très limitées. Mais dans la majorité des cas, dans beaucoup de structures, on fait face du coup à cette problématique des refus. Donc c'est une problématique naturelle puisque ça fait partie du mode de consommation normal des équins. Ils ont des zones pâturées et des zones qu'ils laissent en refus. Néanmoins, si on laisse les zones de refus sans entretien, qu'est-ce qui va se passer? Les zones de refus, ce sont les zones où les chevaux font leur crottin, donc ce sont des zones qui sont enrichies avec de la matière organique et potentiellement beaucoup de matière organique. Donc ce sont des zones qui vont naturellement pousser de façon plus importante potentiellement que le reste de votre parcelle. Et donc ce sont des zones qui peuvent amener à s'accroître et en plus qui vont sur la saison d'après, comme elles n'auront pas été dérangées par le pâturage, monter à graines, se disséminer, etc. sur des espèces qui peuvent être potentiellement moins appréciées par les chevaux au pâturage. Donc c'est vraiment important de noter que si la météo le permet, parce qu'il y a toujours ce facteur-là, il faut pouvoir rentrer avec le tracteur et le broyeur ou le quad et le broyeur dans la pâture. C'est toujours intéressant de finalement mettre à plat les zones de refus avant la mise au repos du parcellaire. En gros, l'idée c'est d'avoir une parcelle entre très gros guillemets propre, mise à plat avant le passage en hiver. Pourquoi? Parce que du coup, ça limitera l'hétérogénéité du parcellaire au printemps et du coup, une sélection encore plus accrue des chevaux. Qu'est-ce que j'entends par l'hétérogénéité du parcellaire? C'est le fait d'avoir du coup les zones de refus fortement amendées, qui n'auront pas été broyées, qui seront déjà hautes à l'automne, qui auront continué potentiellement à pousser un petit peu euh, euh, en hiver et qui auront une bonne capacité de redémarrage au printemps, notamment parce que c'est des zones qui sont bien amendées, avec du coup les déjections des chevaux. Et notamment par rapport à ça, il y a une vraie réflexion à se faire par rapport aux crottins qui sont présents sur le parcellaire et qui ne sont pas forcément dégradés. C'est toujours intéressant d'avoir ce qu'on va appeler donc l'ébouzage, donc le fait d'étaler les crottins. L'ébouzage, c'est un terme chez les bovins. En gros, on va passer une ébouzeuse. C'est typiquement une herse qu'on va passer de façon pas trop agressive pour le cas des vaches, étaler les bouses. Pour le cas de nos chevaux, étaler les crottins. Et encore une fois, si c'est possible au niveau de la fenêtre météo, c'est vraiment intéressant de le faire courant d'automne, bien sûr, après que les chevaux aient fini le pâturage. En gros, on sort les chevaux, on broie, le fait de broyer va déjà aider à disséminer une partie des crottins, et si ce n'est pas suffisant, ça va toujours être intéressant de faire un ébouzage pour finalement répartir la matière organique. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi à l'été, et c'est notamment fortement conseillé en été quand on a des fortes chaleurs, parce que les parasites supportent moins bien le chaud que le froid. Donc on aura en plus, en étalant les crottins, quand il fait chaud sur la période estivale, on aura une action sur les parasites, et de la même façon, si on a dégelé en période hivernale, le fait d'avoir étalé les crottins et que finalement les œufs soient moins cachés dans leur boulette de crottin, qu'ils soient plus exposés, ça facilitera finalement une
réduction de la charge parasitaire. Et le fait aussi d'avoir du pâturage tournant, ça va aussi casser le cycle de certains parasites. Et de la même façon, le fait d'avoir un vrai repos hivernal casse aussi le cycle de certains parasites. Alors, ce n'est pas pour ça que on n'aura pas besoin de vermifuger ou qu'on n'aura plus besoin de faire des coproscopies, etc. Mais ça fait partie des bonnes actions à mettre en place, ces périodes de pause sans chevaux sur les parcelles pour finalement casser les cycles de certains parasites. On n'y arrivera pas pour tous, mais on y arrivera pour certains. Une question qui se pose souvent, c'est de se dire, est-ce que on a besoin de faire un herçage? Alors, on a le herçage dans l'aspect ébousage pour étaler les crottins, mais se pose souvent la question de se dire, est-ce qu'on va hercer notamment pour aider le sol à s'aérer. Ça a été un vrai sujet de débat et il y a eu notamment une étude qui a été conduite entre 2007 et 2011 qui a montré qu'il n'y avait finalement pas d'augmentation du rendement de la prairie avec le herçage, voire même dans certains cas, c'était plutôt l'inverse qui se passait. Néanmoins, le herçage peut quand même être conseillé si vous avez beaucoup de mousse pour étaler les taupinières, si vous avez eu aussi du passage de sanglier, alors ça souvent c'est plus en fin d'hiver, début de printemps, et aussi s'il y a un objectif de ressemer. Néanmoins, que ce soit sur l'automne ou sur la fin d'hiver, début de printemps, il ne faut pas que le herçage soit agressif, dans le sens où si on a un herçage agressif, ça peut, en fait, on peut faire pire que mieux et on peut être amené via le herçage à créer des zones de sol nu. Et donc, le herçage, dans notre objectif d'aération du sol, d'action d'aération, on le préférera plutôt fin d'hiver, début de printemps, mais comme je vous le disais, le passage léger de herse à l'automne, si on a la fenêtre météo, ça va permettre aussi du coup d'étaler les crottins et d'avoir une meilleure restitution sur l'ensemble du parcellaire pour éviter en fait que les crottins n'amènent finalement des éléments de la matière organique que sur les zones de refus et que ce soit un petit peu étalé aussi sur les zones qui sont pâturées. Et élément aussi à garder en tête, on parle de herçage en fin d'hiver, début de printemps pour son action d'aération. C'est important de garder en tête que c'est toute l'année qu'il faut faire attention à éviter la compaction, notamment par rapport à nos pratiques de pâturage, à éviter de pâturer sur des sols qui sont non portants et d'avoir une intensité de piétinement important. Et notamment parce que bah, si on évite la compaction, le travail des vers de terre, qui eux jouent aussi sur la structure du sol, va être facilité. Ça fait quand même partie de nos meilleurs auxiliaires de prairies pour avoir des prairies avec une structure de sol qui soit viable et pérenne. Et ils jouent aussi complètement sur la fertilité. Alors, dans les autres, on va dire, travaux de prairie et dans les autres actions d'entretien qu'on peut retrouver, on parle souvent à l'automne d'aller faire un petit check de la vérification du pH. Alors je vous rassure, c'est pas à faire tous les automnes, mais généralement on conseille tous les 4-5 ans d'aller regarder un petit peu comment le pH évolue sur notre parcellaire. Donc le pH en fait fait référence au fait de savoir si on a un sol plutôt acide, plutôt neutre ou plutôt basique. Le pH en fait il est lié à la teneur pardon, en ion H+. Alors, on peut avoir donc tout type de pH sur un sol. On dit qu'un pH équilibré, c'est important pour les plantes parce que c'est là qu'elles vivront le mieux, dans le sens où c'est là qu'elles exploiteront le mieux les minéraux contenus dans le sol. Pourquoi? Parce que bah, à pH neutre ou proche du neutre, je vous montrerai un petit schéma juste après, c'est en fait la zone de pH où la majorité des éléments minéraux sont le plus facilement disponibles pour les plantes. Néanmoins, on a des sols naturellement acides, des sols naturellement basiques. Ce n'est pas obligé d'avoir un sol neutre et forcément, quand on va regarder son pH, l'idée c'est pas de se dire bah j'ai un pH acide et je vais le faire devenir neutre. Pas du tout. Le seul objectif par rapport au pH, c'est de se dire il faut qu'il reste au-dessus de 5,5
et on a une zone de tolérance généralement entre 5 et 5,5. En gros, c'est généralement admis qu'au-dessus de 5,5 pour le pH eau, il n'est pas nécessaire de ramener un amendement calcique, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de choler. Pourquoi est-ce que on va quand même s'intéresser au pH et à une acidité trop importante? Parce que quand le sol devient trop acide, on sait que ça va pénaliser l'activité biologique et on peut aussi avoir de la toxicité au niveau de l'aluminium pour les plantes. Et donc, quand on regarde le pH généralement ne se regarde pas tout seul. Il doit aussi être mis en lien avec le taux de saturation de la CEC, qui est issu de l'analyse de sol. Ouais, donc ça, c'est le petit schéma dont je vous parlais. Donc là, en fait, vous avez différents éléments minéraux. Vous avez le pH ici en haut, donc là, en partant d'un pH de 4,5 jusqu'à 8,5, donc de très acide à fortement basique. Et en fait, vous avez du coup, en fonction du pH, à quel point chaque élément est facilement assimilable par la plante. Et effectivement, on se rend compte que quand on est entre 6,25 et 6,75, proche du neutre, c'est là que la majorité des éléments minéraux sont le plus facilement disponibles pour la plante. Mais néanmoins, je le répète, si on a une terre naturellement acide, elle restera toujours naturellement acide. La seule chose qu'il faut surveiller, c'est que l'acidité ne devienne pas trop importante et passe en dessous de 5,5, voire en dessous de 5. Donc je vous ai parlé du pH avec du coup cette idée de dire on va regarder le pH, on va mesurer le pH et on va raisonner du coup les apports en fonction des résultats. Et c'est la même chose pour la fertilisation en général. Pour les prairies et comme pour tout type de végétation, il vaut toujours mieux tester que supposer. En gestion de prairie et notamment sur les amendements, si on suppose, on a quand même une petite chance de se louper. Alors, soit on apporte quelque chose qui n'était pas nécessaire mais qui n'est pas problématique et du coup c'est juste une perte économique, mais des fois on peut finalement, si on va pas tester et pas faire d'analyse de sol, on peut même carrément se planter sur ce qu'on va pouvoir amener. Et donc du coup, par rapport à ça, notamment, on a une perte économique, mais on a quelque chose qui a un effet plutôt négatif sur le parcellaire. Donc, dans tous les cas, c'est toujours plus intéressant de se dire, de la même façon, tous les 4, 5 ans, je peux réaliser une analyse de sol pour voir où en sont mes prairies au niveau euh, caractéristiques physiques, chimiques et biologiques, et du coup piloter mes amendements en fonction des résultats, si nécessité d'amendement il y a. C'est pas forcément obligé. Et donc on parle aussi d'analyse de sol, mais on pourrait parler aussi de diagnostic foliaire pour voir un petit peu la nutrition de la plante, notamment au niveau du phosphore et du potassium. C'est aussi un élément qu'on peut mettre en avant. Alors, toujours pour parler un petit peu des actions qu'on va pouvoir conduire à cette saison et sur toute la période hivernale pour favoriser un bon redémarrage au printemps, on a souvent la question de se dire, est-ce que la mise en place de ce qu'on va appeler une zone sacrifiée est nécessaire ou pas? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que une prairie sur laquelle les chevaux vont stationner tout l'hiver, ne sera pas clairement en mesure de donner son plein potentiel sur le printemps. C'est-à-dire que si j'ai une parcelle de par exemple 3 hectares, que je décide de la laisser ouverte tout l'hiver et que je décide qu'elle sera ouverte tout le printemps suivant, clairement au niveau productivité du parcellaire, ça sera pas optimal et dans le temps, je vais forcément aller sur de la dégradation. On sait aussi que même avec un pâturage d'hiver en rotation et bien conduit, donc c'est-à-dire je fais attention à mes hauteurs d'herbe, à ma portance, etc., l'accès quand même, le recours à une zone sacrifiée est généralement toujours pertinent à un moment dans l'année parce qu'il y a toujours un moment où on va se retrouver avec une météo très pluvieuse et où on peut se retrouver à avoir
2 semaines, 3 semaines, un mois, où de toute façon, le pâturage n'est pas possible parce que cette météo très pluvieuse a fait que la portance des sols ne permet plus le pâturage. Donc finalement, par rapport à ça, c'est vraiment hyper intéressant sur sa structure quand on fonctionne au pâturage, de réfléchir à la mise en place d'une zone sacrifiée et d'une zone sacrifiée qui soit à un endroit euh, intéressant à la fois pour le cheval mais aussi pour l'humain, pour ne pas s'épuiser pendant la période hivernale, parce que sur la zone sacrifiée, il faut amener du foin, il faut potentiellement avoir des actions de nettoyage un petit peu plus importantes, etc., que dans les zones pâturées. Donc du coup, il faut que cette zone sacrifiée soit un endroit pertinent par rapport à l'organisation cheval, mais aussi humaine. Et bien sûr, cette zone, elle pourrait être plus ou moins utilisée en fonction des situations, des structures et des conditions météorologiques. Pour vous donner un exemple, on a des structures qui vont décider, par exemple, là, à la mi-novembre, on sait que on va toujours avoir un petit peu d'herbe, mais les conditions de portance ne seront plus satisfaisantes. Donc les chevaux vont rentrer sur la zone sacrifiée mi-novembre et en ressortiront du coup pour le pâturage, pour démarrer le pâturage printanier. À l'inverse, on peut avoir des structures qui vont avoir des parcelles de pâturage d'automne et d'hiver toujours avec des bonnes conditions de portance, qui vont par exemple faire pâturer toute la journée et faire rentrer sur la zone sacrifiée la nuit. Et par exemple, sur mi-décembre à mi-janvier, là on peut avoir plus de précipitations, les chevaux seront pendant un mois complet sur la zone sacrifiée, ou plus, ou moins, en fonction des conditions météorologiques. En gros, l'idée est de se dire qu'il n'y a pas une façon de faire, il y a plein de façons de faire en fonction des conditions météo, de l'herbe que l'on a disponible, des surfaces que l'on a disponibles aussi, du type de sol que l'on a sur sa structure et de nos objectifs également. Se pose aussi la question du semis et du sursemis. Alors là, au 7 novembre, clairement, on est déjà tard dans la saison pour les semis et les sursemis d'automne. On est trop tard dans l'extrême majorité des régions. Et là, le risque, en fait, serait d'avoir un semis ou un sursemis qui va être exposé à un gel, et du coup, on perdra une grande partie de ce qu'on a semé ou sursemé. Néanmoins, on peut prendre un petit peu d'avance dans sa réflexion et se dire que, par exemple, si pendant l'hiver, j'ai des dégâts de sangliers ou des zones qui ont été sous l'eau pendant un temps important ou une zone qui a un petit peu trop souffert au niveau du piétinement, je peux tout à fait prévoir en début de printemps de venir semer sur ces zones qui auront été ouvertes, donc où j'ai plus de graminées fourragères, ou sursemer sur des zones qui peuvent être un petit peu plus fatiguées. Et bien sûr, ces zones devront être protégées des chevaux. Et à garder en tête, donc là ça c'est valable pour des semis d'automne ou des semis de printemps ou pour des sursemis, que il vaut mieux ne pas semer plutôt que de semer dans de mauvaises conditions. Pourquoi? Parce que semer ou sursemer, c'est quand même un investissement financier qui est important, et se dire ok, bon là au niveau conditions météo, c'est pas génial mais je le tente quand même, c'est rarement une bonne idée. Et autre élément aussi, c'est de se dire quand on sème ou quand on sursème, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, si vous reprenez une exploitation, par exemple une exploitation où vous avez eu de la culture annuelle, vous reprenez par exemple 15 hectares, on peut être tenté de se dire, je vais tout semer, je vais faire mes 15 hectares d'un coup, comme ça toutes mes parcelles vont évoluer avec la même dynamique, dans le même temps, elles seront toutes prêtes pour le pâturage à peu près en même temps. Néanmoins, si vous semez vos 15 hectares et que vous avez un aléa climatique derrière, en fait, potentiellement, sur vos 15 hectares, vous avez une perte sur le semis ou sur le semis ou le sursemis, pardon, euh, de légère à très importante. Et il y a même des fois où quand on passe en semis de printemps et qu'on prend une sécheresse derrière, clairement, le semis, on le perd quasiment dans sa totalité. Donc c'est toujours intéressant de décomposer ses semis et ses sursemis pour, comme on disait, pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Et dans les autres éléments, alors là, on n'est plus directement sur de l'entretien, on est plus sur de l'amélioration continue. Et en fait, d'essayer de profiter de l'hiver pour réfléchir à son pâturage et ses aménagements. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire un point sur, OK, aujourd'hui, comment est mon parcellaire? Quels sont ses points forts et quels sont les points d'amélioration vis-à-vis de l'aménagement, par exemple? Et là, je peux du coup faire un petit retour arrière sur ma saison de pâturage 2024. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui a été potentiellement un petit peu embêtant sur ma gestion? Par exemple, j'ai une parcelle qui était difficile à desservir dans mon organisation actuelle. Du coup, j'ai pu moins l'utiliser, donc j'ai sollicité un petit peu plus d'autres parcelles. J'avais des temps de repos qui étaient du coup pas forcément optimum. Donc comment est-ce que je peux potentiellement envisager un réaménagement, une réorganisation, etc. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de se poser avec un papier, un crayon et de se dire, OK, comment sont mes parcelles? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc finalement, si on fait un petit peu une synthèse des travaux et de la conduite finalement de notre parcellaire en automne et en hiver pour favoriser un bon redémarrage au printemps, l'idée, c'est déjà de se dire, par rapport aux conditions météo qu'on a aujourd'hui et par rapport à la pousse de l'herbe, c'est déjà, est-ce que je peux continuer à pâturer et valoriser ce qui est présent? Donc, organiser le pâturage sur les zones où c'est possible et bien sûr si ça correspond à vos objectifs. Avant la pause, du coup, enfin, avant que les parcelles soient mises au repos, après le dernier tour de pâturage, l'idée, ça va être gérer les refus et les crottins. Broyer, étaler les crottins pour mettre au propre avant le repos hivernal. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas entrer dans l'hiver avec des parcelles qui présentent de l'herbe haute, sauf bien sûr s'il y a un objectif de pâturage pendant l'hiver et qu'en gros vous êtes juste en train de faire votre stock sur pied. Dans ce cas-là, vous gardez vos parcelles avec l'herbe. On peut penser aussi éventuellement au herçage, mais du coup, comme je vous le disais, pour l'aération du sol, on visera plutôt la fin d'hiver, voire le début de printemps. Ça peut être le moment aussi de faire l'analyse de sol et du coup l'entretien et les amendements qui en découlent. Et comme on l'a dit, ça peut aussi être la période de réflexion autour de la conduite du parcellaire pour l'année à venir, au niveau aménagement, mais aussi au niveau organisation du pâturage. Typiquement, sur l'année 2024, j'ai tourné avec 4 parcelles. Si je pouvais faire un redécoupage avec 5, 6, voire 7 parcelles, je sais que mes temps de repos seraient plus faciles à gérer. Et du coup, la question c'est vraiment qu'est-ce qui peut nous simplifier la vie? Qu'est-ce qui peut nous faire gagner du temps? Des jours de pâturage, du coup de l'autonomie fourragère. Et derrière aussi, du coup, l'aspect aussi économique qui va être à prendre en compte. Parce que forcément, plus j'ai d'autonomie au niveau de mon pâturage, moins potentiellement, soit je vais attaquer mes stocks que j'ai produits, soit je vais limiter du coup mes achats à l'extérieur. Donc finalement, la période où on est aujourd'hui, elle va vraiment se diviser en plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est terminer, organiser et terminer le pâturage sur certaines zones. Le continuer si j'ai un objectif de pâturage d'hiver et que j'ai un parcellaire qui s'y prête bien, en faisant quand même attention à ce que chaque parcelle puisse bénéficier d'un repos hivernal au minimum de 2 mois. Et du coup, sur les parcelles où le pâturage va s'arrêter, vraiment bien penser à, on va dire, l'entretien de base, au minimum gestion des refus et gestion des crottins. Ça, c'est le minimum, on va dire, au niveau de l'entretien pour permettre le bon redémarrage. Et ensuite, pour pousser un petit peu plus loin, c'est se dire pourquoi pas aller réaliser une analyse de sol pour voir un petit peu comment est-ce que mon sol évolue et qu'est-ce que je peux mettre en place pour favoriser la meilleure durabilité de mon parcellaire. Parce que c'est finalement en chouchoutant vos parcelles qu'elles dureront le plus longtemps possible, qu'elles seront le plus intéressantes pour le pâturage. Et du coup, d'un point de vue
ressources nutritionnelles, bien-être du cheval et économie pour la structure, on est vraiment dans un cercle vertueux quand on va aller chercher à améliorer, en amélioration continue, sa conduite de parcellaire. Et du coup, j'arrive donc au bout de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous propose du coup de passer aux questions. Donc, si je ne me trompe pas, la première question, c'est ce qui veut dire qu'un broyage tardif a le même effet qu'un sous-pâturage. Ça, c'est lorsque tu parlais du sous-pâturage, effectivement. Alors, le broyage tardif, donc imaginons par exemple, on va prendre un cas concret. J'ai ma structure, mes chevaux viennent de sortir du pâturage. Néanmoins, j'ai sorti mes chevaux du pâturage parce que au niveau portance, on était vraiment limite. Et du coup, je ne peux pas rentrer sur mon parcellaire avec mon broyeur pour mettre ma parcelle au propre. Donc effectivement, là dans ce cas-là, je vais me dire bah je vais passer soit dans l'hiver si j'ai une fenêtre, soit au début du printemps. Et effectivement, bah là, ce broyage tardif, notamment des zones de reflux, bah, ça aura un petit peu effectivement le même effet qu'un sous-pâturage parce que bah, l'herbe va pouvoir de la même façon vieillir, se coucher, étouffer un petit peu le sol qui va se retrouver en dessous. Et du coup, on perd en capacité d'échange d'air entre le sol et l'atmosphère. Merci bien. Prochaine question. L'ébousage peut-il se faire au râteau sur un rayon de 50 centimètres, 1 mètre, par exemple, team huile de coude? Alors oui, donc on peut le faire tout à fait au râteau. Petit truc tout bête aussi, on peut le faire si vous allez dans le pré. euh, vous passez dans vos prés une fois que les chevaux sont sortis et vous mettez des petits coups de pied dans les crottins, ça marche aussi. Bon, c'est moins précis que le râteau ou que une herse, mais voilà, ça peut fonctionner aussi. Super. Et Johanna demande également comment se mesure le pH. Et ben du coup, c'est l'analyse de sol. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est vraiment l'analyse de sol qu'on envoie au laboratoire, mais on peut aussi faire ces petites popotes maison, c'est-à-dire que on a maintenant vous trouvez très facilement des protocoles de mesure sur Internet. En fait, vous allez prendre du sol en fait sur les 5 premiers centimètres de votre prairie à différents endroits. Vous mélangez du coup avec de l'eau distillée et donc qu'il n'y ait pas de minéraux et que ça biaise pas le pH. C'est l'eau qu'on met dans les j'ai perdu le mot. Euh, pour le repassage. Dans les fers à repasser, voilà, ça y est, je vais y arriver. C'est exactement la même eau et du coup, vous pouvez faire aussi avec des petits papiers pH. Voilà, ça c'est si vous êtes plus de l'équipe travaux pratiques. Sinon, l'analyse de sol, quand on fait une analyse de sol avec une analyse chimique, on a du coup le pH qui est mesuré. Eh bien, justement, pour la team qui aime bien les travaux pratiques, Ludivine demande quel kit tu recommandes, toi, pour mesurer le pH. Alors du papier pH tout bête. Alors on a aujourd'hui maintenant des petits kits de mesure électroniques. Néanmoins, du papier pH, ouais, vraiment enfin, si vous avez un magasin d'aquariophilie à côté ou un magasin de piscine, le papier pH, ça se trouve hyper facilement. Pour peu qu'on ait voilà, des mesures un petit peu précises, c'est c'est très facile à faire et ça se trouve très facilement. Super, merci. Chloé demande, est-ce qu'il y a des risques d'augmentation, dissémination des parasites d'un ébousage ou herçage au printemps? Oui, alors effectivement, c'est pour ça que on conseille plutôt l'ébousage, enfin du coup l'éclatage des crottins vraiment hors période où les chevaux vont se trouver sur le parcellaire et on conseille quand même d'avoir un temps assez long entre le moment où les crottins ont été étalés et le moment où les chevaux vont revenir sur le parcellaire. Parce que oui, on le sait par exemple, si on étale les crottins en conditions humides entre deux pâturages, bah clairement on dissémine aussi le parasitisme. Donc c'est vraiment conseillé de se dire on étale les crottins que à des moments où les chevaux ne reviennent pas tout de suite sur le parcellaire. Ok, super. Et on a une question sur l'épandage du Ah, fumier. attends, parce que j'ai Siri qui s'invite Ah. sur le. Du coup, ça m'avait coupé le son. On a une question sur l'épandage du fumier et justement la période idéale pour épandre ce fumier, d'après toi.
Alors, si c'est du fourrage, du fumier composté, donc si on est sur du fumier composté, du coup, on sera plutôt en période automnale. Au niveau du fumier frais, il faut toujours faire attention parce qu'en termes de dégradation, des fois, ça peut être un peu limité et ça arrive dans certaines situations que ça pénalise le pâturage suivant. Après, si on est sur du lisier, notamment sur du lisier de porc, ça, on peut aller plutôt épandre fin d'hiver, début de printemps. Mais vraiment, pour du fumier composté, on peut tout à fait passer à l'automne. Ok. Et en parlant d'autres animaux, on a une question de est-ce que l'éboussage peut être réalisé par des poules ou bien d'autres volailles? Ah oui, oui, complètement. Complètement. Super. Donc, n'hésitez pas à acheter plein de poules. Faut-il préparer le sol avant un sursemis et si oui, avec quel outil? Demande Claudia. Alors, du coup, il y a deux possibilités. Soit on n'est pas mécanisé du coup du tout et on peut quand même essayer le sursemis vraiment à la volée, à la main sur des zones ouvertes. Alors, faut pas qu'il y ait beaucoup de végétation présente parce que les autres plantes vont être très concurrentielles. Ça, c'est vraiment si on n'est pas équipé. Si on est un minimum équipé, avant un sursemis, c'est toujours conseillé de venir vraiment griffer le sol en fait de façon superficielle, d'ouvrir sur 0,5, 1 cm le sol, de venir sursemer et après de venir rouler la prairie derrière pour pouvoir en fait permettre un bon contact terre-graine. Ok, merci. Je réponds juste à la personne qui est arrivée tardivement et qui demande s'il y aura bien un replay. Je vous confirme qu'il y en aura un sur la page YouTube du Label EQRS. Donc vous pourrez retrouver la partie que vous avez manquée en première partie. Ensuite, on a une personne qui nous dit qu'elle a une zone non pâturée actuellement avec de l'herbe qui est très haute et qui se couche. Et que doit-elle faire, sachant qu'elle ne peut pas mettre ses chevaux dedans avant le printemps prochain? Alors, il y a deux options. Alors, la première option serait de se dire, on essaye de broyer, néanmoins, on est déjà début novembre. Du coup, le risque, c'est de se dire, on va broyer de l'herbe très haute, et en fait, elle va pas forcément bien se dégrader sur la période hivernale, parce que c'est pas le moment où on a la meilleure dégradation de l'herbe. Donc l'autre option, c'est de se dire, bah, en gros, pour cette année, c'est pas grave, et par contre, il faudra bien veiller sur le printemps suivant à ce que les chevaux viennent nettoyer cette herbe d'hiver du coup qui sera potentiellement un petit peu moins appétante, mais qui nettoie bien du coup la parcelle et peut-être derrière faire plus attention à cette parcelle-là au niveau de l'entretien sur l'année suivante pour éviter qu'elle refasse un hiver avec de la végétation très haute. Merci pour ces précieux conseils. Ensuite, Chloé nous demande, avec un pâturage hivernal, quand est-ce qu'il faut stopper le pâturage pour ne pas freiner le démarrage d'une parcelle qui est destinée à la fauche? Alors, ça va beaucoup dépendre de la météo qu'on a. Par exemple, sur une année comme on a eu là en 2024, j'ai des structures du coup que je suis qui font du pâturage hivernal, qui ont arrêté même mi-mars et qui ont réussi en fait. Alors, en plus, les conditions météo ont fait qu'ils n'ont pas pu faucher très tôt. Et au final, en gros, ils ont arrêté mi-mars, ce qui est quand même un petit peu, enfin, ce qui est même relativement tard. Avec les conditions météo, ils ont fauché du coup début juillet. Il n'y a pas eu du tout de pénalisation au niveau du rendement en fourrage. Et même ce qui est assez intéressant, bon, là après, c'est vraiment un concours de circonstances et on ne peut pas en faire une généralité. Mais comme ils ont pâturé tard en mars, leurs valeurs nutritionnelles au niveau des fourrages pour quelque chose qui a été coupé début juillet sont relativement très intéressantes. Donc, on va dire que normalement, sur du pâturage d'hiver, pour pas pénaliser la fauche, en règle générale, mais c'est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes parce que ça va dépendre de la météo, on peut se dire plutôt, voilà, courant, début février, voire mi-février. Mais il y a des exceptions. Toujours. Quelle gestion post-pâturage pour une parcelle sacrifiée l'hiver, s'il vous plaît? Donc 2 chevaux sur 3000 m², quelques heures en journée. Alors, du coup, sur la parcelle sacrifiée, donc l'idée est de se dire que derrière, on n'aura pas forcément d'objectif de pâturage. Donc, il n'y a pas forcément de nécessité à se dire on va aller ressemer, sursemer la zone sacrifiée. Le principal, on peut se dire, ça va être déjà d'essayer.
d'éliminer une partie des crottins. Donc soit ils ont été ramassés en cours de route, soit on peut se dire, bah voilà, sur 3000 mètres carrés, il y a quand même une pression au niveau des crottins qui est importante. Donc si on n'a pas pu tout gérer à l'hiver, c'est de se dire, bah on peut essayer de faire un petit coup de propre, remettre à niveau aussi avec une herse. Et voilà, globalement, c'est à peu près les seuls entretiens, enfin, c'est entre très gros guillemets, les seuls entretiens à faire. Et, euh, et aussi après de se dire, bah, par exemple, si sur les 3000 mètres carrés, j'avais ma zone d'affouragement qui était très boueuse, c'est peut-être le moment de se dire, bah, est-ce que au niveau stabilisation notamment, on peut faire des choses, etc. Super. Ensuite, pour des chevaux qui resteront à l'herbe tout l'hiver sur de grandes surfaces non surpâturées, est-ce que l'herbe d'hiver contient assez d'oméga 3 et de protéines et minéraux ou bien toutes les valeurs baissent dans la plante? Alors, c'est très intéressant comme question parce que jusqu'à il y a assez peu de temps, on se disait que les valeurs nutritionnelles de l'herbe d'hiver étaient pas forcément intéressantes. Et en fait, dans les deux projets là que je vous ai présentés chez les bovins, ils se sont rendus compte qu'en fait, les valeurs nutritionnelles d'hiver étaient plutôt intéressantes qu'en termes d'apport calorique, d'apport protéique, on était plutôt vraiment pas mal. On avait une diminution quand même au niveau des oméga 3 et par contre, là où il faut faire attention, c'est sur la vitamine E. On s'est rendu compte que quand même l'herbe d'hiver est moins riche en vitamine E. Mais par contre, en termes d'apport calorique et d'apport protéique, finalement, l'herbe d'hiver serait plutôt pas mal. Super. Justement, tout à l'heure, tu parlais de stabilisation des sols. On a une question de Sarah qui demande, est-ce pertinent de stabiliser le sol type dalle béton après pâturage ou lorsqu'on attend d'épuiser l'herbe fort piétinage pour transformer en zone sacrifiée, ou vaut-il mieux un sol encore sable avant de recouvrir? Ah oui, d'accord. Ok. Alors, alors c'est toujours donc par exemple si on prend l'exemple de la stabilisation, notamment quand on s'installe, généralement on se dit la première année on peut voir sans la stabilisation ce que ça va donner. Mais après si on sait par exemple que bah à l'hiver, je prends souvent le cas typique, devant l'abri ça devient vite boueux, etc. On a tout intérêt à se dire au printemps ou à l'automne on fait les travaux de stabilisation pour éviter de repasser encore un hiver un petit peu voilà, les pieds dans la boue pour les chevaux, mais pour les humains aussi, et pour aussi éviter la pénibilité du travail pour nous. Merci. On a une autre question. Donc, les chevaux restent 2 semaines sur les pâtures. On est sur une pâture tournante à l'année, 8 pâtures au total. On passe l'autoportée après chaque sortie des chevaux. Est-ce qu'il faut arrêter de passer l'autoportée en automne-hiver? La personne enlève les crottins tous les jours. Et est-ce qu'il faut qu'elle les laisse et est-ce qu'il faut qu'elle les étale? Alors oui, effectivement, c'est quand même conseillé de ne pas tout exporter. Parce que sinon on va se retrouver dans la même problématique que les parcelles qui sont uniquement fauchées. C'est-à-dire quand on fauche, on n'a que de l'exportation. En gros, la plante va prélever dans le sol des éléments minéraux, notamment, pour pouvoir assurer sa croissance avec la photosynthèse et on n'a pas de restitution. Donc en gros, la plante prend, nous on prend la plante et derrière il n'y a rien qui revient. Et du coup, avec le pâturage, si on enlève tous les crottins tous les jours, on se retrouve dans la même situation. Le cheval prélève des plantes, mais il n'y a pas de restitution au sol, il n'y a pas de restitution de matière organique au sol, et du coup, bah, derrière, il y a transformation de la matière organique en matière minérale qui va être redisponible pour les plantes. Donc en fait, on casse un petit peu le cycle. Donc ça peut être intéressant, notamment bah, voilà, sur des zones sacrifiées ou sur des zones qui vont être un peu plus fortement pâturées, mais néanmoins, enlever tous les crottins sur toutes les zones de pâturage, d'un point de vue fertilisation de la prairie, c'est pas forcément l'idéal. Merci. Céline voudrait savoir, est-ce qu'on peut épandre un fumier qui n'est pas tout à fait sec sur une parcelle hivernale sacrifiée au printemps? Alors, euh, je vais juste relire la question Oui, pour être vas-y. sûre. Oui. Tuk, tuk, tuk. Alors, la question est de se dire, est-ce que on a un intérêt à remettre du fumier sur la parcelle sacrifiée? En fait, c'est surtout ça la question. En soi, il n'y a pas de
il n'y a pas de contre-indication. Néanmoins, comme on est sur la parcelle hivernale sacrifiée, est-ce que il est intéressant d'allouer du coup le fumier à cette parcelle ou bah, de le conserver plutôt sur les parcelles, pour les parcelles qui sont pâturées? Ça, c'est vraiment plus une question de réflexion sur la pertinence de mettre du fumier, dépendre du fumier sur la zone sacrifiée versus des parcelles qui vont être utilisées du coup pour le pâturage et qui auraient potentiellement besoin d'un petit peu plus d'amendement. Ok. Ensuite, on a pour une parcelle qui est un peu cabossée, donc il y a ornière de tracteur, traces de sabots, etc. Plutôt ébousage en automne ou herse au printemps ou plutôt rouleau. Alors, on peut faire les deux. On peut faire l'ébousage en automne, on peut venir aider du coup avec la herse et on peut passer le rouleau aussi pour aplanir. Là, on n'a pas de... on peut aider sur tous ces éléments. Ok. Et la même personne nous demande, par rapport à la question de tout à l'heure sur le herçage et le risque de parasitisme, combien de temps avant de repasser les chevaux post-herçage ou bien ébousage? Alors, généralement, on dit au moins 2 ou 3 mois. Merci. Et pour finir, quitte à retirer les crottins à la main, peut-on les enlever que sur les zones de refus? Alors, la problématique, c'est qu'ils seront souvent majoritairement que dans les zones de refus. Voilà, c'est parce que, enfin, généralement, les chevaux, alors, hormis certains, qui n'ont pas trop de notion de zone pâturée, de zone de refus et qui vont pas forcément, voilà, respecter les zones admises par les autres chevaux, dans la majorité des cas, oui, on va se retrouver avec des crottins, que sur les zones de refus. Donc, voilà, si on les retire à la main, ça sera majoritairement sur ces endroits-là. Et du coup, elle demande est-ce qu'on les déplace? Alors oui, ça peut être une solution, notamment bah, quand on n'est pas mécanisé, de se dire bah potentiellement je vais avoir du mal à éparpiller mes crottins. Donc c'est bah, finalement pourquoi pas, encore une fois, quand les chevaux ne sont plus sur les parcelles, les sortir des zones de refus et de venir vraiment en fait étaler, c'est ce qu'on appelle étaler les restitutions. Les restitutions, c'est les crottins des chevaux ou les bousses des vaches. L'idée, c'est d'avoir une répartition pardon, homogène des restitutions sur l'ensemble des parcelles de pâturage. Hyper, merci pour cette réponse. Je pense que ça répond à votre question. Oui. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, là, il y en a eu pas mal. Ah oui, on en a une autre. Donc, une parcelle neuve, après 2 ans uniquement de fauche, sans pâture, après avoir été une culture pendant longtemps, dont les crottins ne se dégradent pas, est-elle à plus de, a-t-elle plus de risque de parasitisme? Alors, à ma connaissance, pas forcément, parce qu'en fait, on va être sur deux choses différentes. Euh, les crottins, du coup, vont moins se dégrader, mais même s'ils sont dégradés en gros par les coprophages, on a encore la charge parasitaire qui est là. C'est pas parce que les crottins vont être en partie dégradés par les coprophages que on élimine complètement la charge parasitaire. Donc, en soi, je ne suis pas certaine que ça fasse en fait une si grande différence. Merci. Une autre question. La plus grosse différence de gestion des zones humides réside-t-elle dans la différence de portance? Sinon, quelles sont les autres précautions à prendre? Oui, alors, oui, globalement, effectivement, la gestion des zones humides, c'est vraiment de se dire, les zones humides vont être utilisables que à certains moments de l'année, et du coup, si on est un petit peu agressif, entre guillemets, dans la gestion des zones humides, on peut vraiment les pénaliser. Mais les zones humides, c'est vraiment un élément essentiel notre parcellaire et c'est vraiment une chance d'en avoir. Alors, certains peuvent les voir un petit peu comme des contraintes parce que on peut pas forcément les utiliser de la même façon. En hiver, par exemple, elles pourront pas forcément être utilisées. Au printemps, c'est pas forcément les plus pratiques à démarrer aussi. Néanmoins, bah, en période estivale, elles vont être hyper intéressantes. Donc oui, c'est vraiment la plus grosse différence de gestion, c'est comment est-ce que on organise le pâturage pour ces zones humides pour ne pas les dégrader, et c'est-à-dire pour ne pas les dégrader quand elles ne sont pas portantes, c'est-à-dire assez souvent pour des zones humides. Mais par exemple, typiquement, en cas de sécheresse estivale, bah, c'est juste une chance immense d'avoir des zones humides.
Il est vrai. On n'a pas d'autres questions. Ah si, peut-être que j'en ai loupé une. Oui, j'en ai loupé une, pardon. On va dire que celle-là, ça peut être la dernière. On va approcher de la fin du webinaire. Donc, pour des zones plus humides, est-ce que c'est plus intéressant de faire un premier pâturage avant... Pardon, j'ai un truc qui se met devant. Ah, avant au printemps, avant de faire une pause pour préparer à la fauche. Meilleure valeur nutritive du foin. Alors, tout dépend de si on va pouvoir rentrer sur le parcellaire, sur la zone humide. Ça, c'est toujours la question. Mais effectivement, si la zone est portante, et ça, c'est valable pour toutes les parcelles, c'est ce qu'on va appeler faire un déprimage, c'est-à-dire au moment du redémarrage de la parcelle fin d'hiver, début de printemps, on va bien sûr, en faisant une transition alimentaire et en laissant du foin, faire passer les chevaux très rapidement sur l'ensemble des surfaces. Donc on va appliquer finalement un petit stress à la plante parce qu'on va les chevaux vont la manger une fois, ce qui va l'amener en fait la plante à taler, à faire plus de talle, à prendre plus de place. Et du coup, on sait que ça augmente la productivité de la prairie et ça peut aussi aider au niveau valeur nutritive du foin derrière. De toute façon, si vous avez d'autres questions concernant votre propre structure, je vous invite à contacter Angélique en direct. Vous avez ses contacts ici à l'écran. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre le Label Écurette sur nos réseaux sociaux pour savoir quels sont les prochains webinaires. Le prochain sera le 26, si je ne me trompe pas, novembre, sur l'intérêt des arbres fourragers. Donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter à ce webinaire-là. Ça sera avec notre partenaire d'Equi Végétal. Donc, n'hésitez pas. Et je te remercie de nouveau, Angélique, pour cette belle présentation et ces réponses très constructives qui ont été fortement appréciées. Et vous pouvez toujours revenir sur le replay qui sera mis en ligne très rapidement. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée! Merci.